c'est parti. Je vous remercie d'être là. Je pense que d'autres personnes vont arriver. Je remercie d'avance les gens qui ont la main aussi. Je pense que vous avez tous la main pour permettre aux gens de ne pas attendre dans la salle d'attente et d'entrer dans la salle de réunion. Donc, n'hésitez pas à valider les gens qui arrivent. Je me présente, je suis Pierre Chabret, donc à la direction régionale des Pays de la Loire de l'ADEME. Je suis en charge des questions de tourisme. Et donc, on commence là un webinaire de 45 minutes sur la question de l'énergie. Une petite intro de 2 minutes pour que vous nous placiez. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de la transition écologique. On accompagne les collectivités et les entreprises dans leur démarche de transition et on travaille entre plein d'autres questions sur la question du tourisme et l'accompagnement des entreprises dans la transition de vos activités. On travaille par exemple avec un fonds tourisme durable, enfin, notamment avec un fonds tourisme durable pour vous accompagner financièrement, mais aussi par l'intermédiaire des partenaires qu'on a, les agences départementales du tourisme et les CCI. On essaye de vous apporter un peu d'informations et notamment par l'intermédiaire de webinaires. Donc on a organisé déjà, là c'est le 3e webinaire qu'on organise. On en a fait un sur la gestion des déchets, un autre sur l'eau et donc aujourd'hui sur la question de l'énergie. Très rapidement pour que vous sachiez de quoi ou comment va être structuré notre échange d'aujourd'hui. On va avoir d'abord l'intervention d'Arnaud Guillard de l'association Horace, plutôt sur les 2 premiers champs du schéma que vous avez actuellement, c'est-à-dire sur la question de la sobriété et sur la question de l'efficacité. Ensuite, il y aura mon collègue Romain Lavielle, donc qui est coordinateur du pôle transition énergétique à la direction régionale, qui vous parlera plutôt du 3e volet en vert sur la production d'énergie renouvelable. Et on terminera avec l'intervention de Anne-Sophie Dumont et de Stéphane Bertrand pour le retour d'expérience de l'écodomaine La Fontaine à Pornic. Je ne fais pas plus de transition et je passe la parole à Arnaud pour qu'on ait le plus de temps possible pour les échanges. Ça marche, merci Pierre. Bonjour à tous, ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc, l'idée, c'est d'aborder ce sujet de la gestion et la maîtrise de l'énergie en le désacralisant. C'est souvent perçu comme un système assez complexe. Vous allez voir qu'en fait, il peut y avoir des choses très simples à mettre en œuvre, mais qui n'empêcheront pas d'être traitées à l'échelle de votre activité et de votre périmètre. Donc, ça revient quand même dans votre giron. Donc, il est nécessaire d'avoir quelques éléments dont je présenterai les détails. Rapidement, Horace, en fait, c'est une structure associative. On intervient sur les 5 départements. On traite la maîtrise de l'énergie sous toutes ses formes et toutes ses dimensions, uniquement pour les entreprises. Donc, on a un bureau constitué de chefs d'entreprise. On a une équipe avec des chargés de projet qui interviennent sur les départements. Et puis, on a tout un programme d'animation. Je te laisse avancer, Romain. Voilà, tout un programme d'animation, des outils, une multitude de choses. Mais on aura l'occasion de rééchanger au besoin. N'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées qui suivront. Alors, en fait, on va traduire ce que c'est que la maîtrise de l'énergie, parce qu'en la traduisant, vous allez vite comprendre en fait on va commencer à détecter des choses intéressantes à exploiter. Je laisse avancer. Voilà à quoi ça correspond, la maîtrise de l'énergie ou la transition énergétique. C'est plus facile de mettre un schéma plutôt que des longues définitions. En fait, la transition énergétique, ça revient à s'identifier, savoir comment on consomme à un état zéro, un état de départ, et comment on peut consommer une fois qu'on a commencé à traiter et à évacuer toute la partie gaspillage. Au milieu de tout ça, vous avez l'énergie utilisée, ce qu'on appelle l'utilisation rationnelle de l'énergie, c'est la bonne quantité d'énergie qui va bien avec votre service proposé ou vos services proposés. Donc l'idée, c'est de constater déjà qui vous êtes à l'origine, essayer de dégrossir peut-être et de définir qu'est-ce qui peut correspondre à du gaspillage qui est rentré dans un quotidien et que vous ne pouvez plus voir. Et je vous accorde cette situation, c'est pas de votre faute, c'est rentré dans un environnement sur lequel vous côtoyez tous les jours. Donc vous ne voyez plus ces dérives de consommation et l'idée c'est de les observer en prenant un peu de recul, en étant accompagné très souvent, pour vous permettre d'observer et de comprendre en fait qui vous êtes énergétiquement et qui vous pouvez devenir énergétiquement, parfois avec des gestes assez simples. Donc voilà, comment on peut expliquer cette transition énergétique? En fait, c'est le changement d'état. Donc là, j'en ai représenté 3, mais il peut y en avoir 10, 15, 20. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous avancez, ça dépend des effets que vous allez mettre en place pour justement réduire progressivement, revenir à l'utilisation rationnelle et puis encore baisser l'énergie utilisée pour toujours le même produit et le même service ou le même confort associé à votre clientèle
Tout ça, ça s'appelle la maîtrise de l'énergie, chaque étape de transformation, transition énergétique. Je te laisse avancer. Voilà. Si je vous demande ce que vous consommez comme énergie, vous allez me parler en euros. Parce qu'aujourd'hui, dans vos activités, ce qui est logique, et je dirais que c'est commun à quasiment toutes les entreprises, quand je pose la question, on me parle en euros. Voilà. Qu'est-ce que vous consommez? Vous allez me dire X milliers d'euros. Donc ça, c'est une charge. Moi, je l'identifie ça comme une charge énergétique, une charge économique et une charge énergétique qu'on va traduire parfois, même plus facilement de mon côté, en kilowattheure. En fait, c'est combien je paye pour combien je consomme. Le premier, donc on a dit charge économique. Le second, qui est quand on parle kilowattheure, qui est l'unité de mesure de l'énergie, en fait, là, on va parler d'efficacité. Parce qu'en fait, si je suis capable d'avoir le même niveau de service, mais avec moins de kilowattheures, automatiquement, je suis dans la performance. Donc cette performance, ça va se traduire économiquement aussi, puisque ça va se voir également sur les euros qui vont diminuer. Dans la mesure du possible, je dis bien, parce que ça dépend, parfois l'augmentation va plus vite que les économies d'énergie que vous êtes capable de faire. Donc parfois, la corrélation n'est pas toujours évidente. Toujours est-il, c'est que c'est un nouveau paramètre, c'est un nouvel élément de mesure et d'identification de comment vous consommez pour quel résultat. Au-delà même de combien je paye pour quel résultat. Et la troisième étape, en fait, c'est l'impact environnemental issu de vos consommations. En gros, plus vous essayez de consommer justement par rapport aux services ou aux produits que vous allez mettre à disposition, bah, potentiellement, vous impactez moins. Et cette mesure-là, aujourd'hui, vous ne l'avez pas ou vous ne la faites pas, ou en tout cas, peut-être que c'est déjà le cas, mais ça sort du champ de vision purement économique et ça ouvre un petit peu à des solutions de performance et de baisse d'impact environnemental. J'ai tendance aussi à appeler ça un plan marketing parce que traduire que vous êtes vertueux dans l'usage de l'énergie et dans la décarbonation de votre activité parce que vous êtes en vigilance, j'appelle ça moi aussi un appel du pied économique. Vous allez pouvoir aussi attirer une clientèle parce que vous êtes dans cette démarche proactive de baisser l'impact qui va se traduire par des baisses de coûts également chez vous. Hein. Vous êtes une entreprise économique, il faut l'avouer. Il faut l'accepter aussi. Et de ce fait, décarboner l'activité, bah, il faut que ça soit aussi attractif et générateur de chiffre d'affaires si possible. 4 piliers, juste avant d'avancer, 4 piliers importants. En fait, quand vous voulez faire de la maîtrise de l'énergie, il y a ces 4 piliers, c'est rénovation, transformation, c'est qu'est-ce que j'isole mon bâtiment, je change mes émetteurs, je change certains systèmes qui consomment de l'énergie. Ça s'appelle de la rénovation, ça passe par des investissements, de la transformation d'un site. Ensuite, vous avez la maintenance. Cette maintenance, en fait, c'est juste maintenir l'ensemble de vos appareils en bon état de fonctionnement, et ce, tout au long de l'année. Ça évite les dérives de consommation par l'encrassement ou le non-entretien du matériel. Le troisième point, pardon, c'est l'organisation. Il y a deux organisations. Il y a l'organisation purement économique, c'est-à-dire que vous allez organiser votre consommation sur les heures creuses. Et là, vous allez payer quand même l'énergie beaucoup moins cher pour certains éléments qui pourraient fonctionner en autonomie. Donc ça, c'est une organisation économique. Et la deuxième organisation, c'est l'organisation technique. C'est comment mon matériel ou mes systèmes peuvent fonctionner sans ma présence ou en ma présence, mais avec une gestion qui s'accorde avec mon temps de présence, et pas sur des temps de fonctionnement lorsque j'en ai pas besoin. Donc, un simple thermostat programmable, c'est de l'organisation. Je m'organise pour que je chauffe à hauteur en fonction de ma présence. Une horloge qui va mettre marche arrêt mon matériel, bah, c'est de l'organisation. Ça ne fonctionne que quand je suis présent ou quand c'est utile. Le reste du temps, c'est coupé. Voilà, ça s'appelle l'organisation. Et puis le dernier pilier, c'est la sensibilisation. Et ça, on le retrouve à tous les étages. Cette sensibilisation, ça veut dire que comment j'impacte et j'invite l'ensemble des salariés et peut-être une partie de mes clients ou tous mes clients à être vigilants dans les actions et dans le sens que je mets et la valeur que je mets dans les actions que je mets en place. Cette sensibilisation, elle est indispensable pour ces deux points-là, du sens et de la valeur. Et l'action peut devenir durable. En fait, ce qu'on cherche, c'est que toutes les actions qui se mettent en place deviennent durables. Et pour que ça puisse être durable, il faut y associer cette part d'information très pédagogique, mais parfois extrêmement utile et assez simple à mettre en œuvre par de la sensibilisation. Je laisse avancer. Encore. Alors, 4 points importants, en fait, quand on parle de maîtrise de l'énergie, nous, ce qu'on considère, c'est que pour que vous puissiez y arriver, il faut que vous ayez un point de motivation. C'est-à-dire que si le sujet vous intéresse, il peut vous intéresser purement économiquement, et c'est tout à fait légitime, c'est-à-dire que vous voulez payer moins cher. Bon, très bien. À partir de là, on va construire une solution, un accompagnement, et c'est vous qui allez la choisir, cette démarche. Vous allez avoir besoin d'une méthode
très souvent, et je parle parce qu'on a ça auprès de beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles nous disent il me faut un diagnostic. C'est très bien, un diagnostic, ce sera utile. Un diagnostic est un outil, pas une méthodologie. D'accord? Dissociez bien les deux parce qu'en fait, l'outil sans la méthode, c'est un peu moins facile à dérouler. Et puis parfois, on va peut-être même mettre en place pas les bonnes actions prioritaires, etc. Une méthodologie, en fait, ça vous permet de bien utiliser les outils. Donc, un diagnostic, c'est vraiment un très bon outil, c'est un très bel outil, ça fonctionne très, très bien, mais il faut savoir s'en servir. C'est pas compliqué, mais il vous faut une méthodologie. C'est comment je l'utilise, comment je le mets en place, qu'est-ce que je dois avoir en plus du diagnostic, etc. Troisième point, en fait, c'est des connaissances. Je vous ai dit, la transition énergétique, c'est à l'échelle de votre périmètre d'entreprise. Ça veut dire que, globalement, vous ne pouvez pas vous substituer, enfin, pas substituer, pardon, sous-traiter le sujet, puisqu'à un moment donné, vous êtes en responsabilité des consommations et du résultat de ces consommations. Donc, ça veut dire que ça reste un capital connaissance et compétences qui doit rester dans le giron de l'entreprise. Donc, vous devez monter en compétence sur le sujet de l'énergie, pas devenir des champions de la maîtrise de l'énergie, sauf si ça vous passionne. On sera ravis de pouvoir vous alimenter de tout ça. Mais une couche minimum qui vous permet juste de bien comprendre comment ça marche, bien comprendre quelles sont les ficelles sur le sujet, puis d'avoir des appuis, de pouvoir interroger les réseaux pour pouvoir renforcer votre capital connaissance sur les éléments qui vous concernent dans votre activité. Puis le quatrième point, c'est du temps. Si vous n'investissez pas de temps sur la maîtrise de l'énergie, vous n'aurez pas ou peu de résultats. Malheureusement, c'est indispensable. Le temps, c'est déjà un investissement pour moi. Et ce temps-là, en fait, il y a une forme de proportionnalité. Plus vous allez investir de temps, plus vous aurez un résultat rapide. Vous pouvez étaler ce temps sur toute une année. En général, on estime qu'il faut au minimum 5 à 6 jours pour installer un projet de maîtrise de l'énergie. Et après, en fonction des actions que vous allez dérouler, vous allez passer un peu plus de temps, mais 5 à 6 jours sur l'ensemble de l'année, c'est pas si gigantesque. C'est déjà un capital d'investissement. Voilà. Des étapes toutes simples. Ne vous embarquez pas à faire de l'action pour de l'action. Je vous le déconseille, parce que ça veut dire que vous terminez par la fin du cône, et ce n'est pas une bonne idée. Parce que malheureusement, vous allez choisir des actions qui ne sont peut-être pas prioritaires dans l'intérêt de votre activité, et ces actions, vous allez les financer, sauf que vous allez les financer pour un poids dans la consommation qui est peut-être très faible, et donc vous êtes planté. Je vous donne l'exemple des éclairages LED, que c'était un rabattage massif de mettre de l'éclairage LED il y a à peu près un an quand le coût de l'énergie était cher. C'est vrai, c'est efficace énergétiquement et économiquement, mais qu'est-ce que pèse l'éclairage dans votre facture? Ça, c'est la première chose à savoir. Si ça pèse 5% et que vous investissez 20 000 euros sur l'éclairage, peut-être que les 20 000 euros, il aurait été intéressant de les mettre ailleurs, où ça aurait pu avoir des retours sur investissement beaucoup plus rapides et plus intéressants. Voilà. J'ai travaillé par l'action. C'est pas une bonne méthode. Il vaut mieux repartir de la base. En fait, c'est déjà de comprendre comment vous consommez, qu'est-ce que vous consommez, quelles sont vos typologies de contrats et ce qui sont déjà bons. Ça, c'est pas mal. Déjà, c'est déjà un gros travail. La deuxième étape, c'est de savoir en fait où est-ce que ça consomme et d'en faire une répartition grossière au départ. Il n'y a pas besoin de rentrer dans une campagne de mesure forte à ce stade. Ça sera nécessaire à un autre moment, mais à ce stade-là, de démarrage de votre management de l'énergie, juste identifier où sont les consommations en masse et de là, prendre une décision, prioriser ce plan d'action en disant voilà, tiens, c'est le chauffage, c'est mon système de production, ma chambre froide qui sont identifiés comme des poids importants sur ma facture. Bon, je vais commencer à construire un plan d'action sur ces deux thématiques-là. Et dans ces thématiques-là, je vais choisir les actions les plus pertinentes parce qu'il y a des aides qui peuvent me permettre de les développer et les financer. Parce qu'en fait, il y a peut-être une urgence en termes de maintenance, il est peut-être urgent que je corrige, je change mon joint de porte de chambre froide, des choses assez basiques, mais des fois, c'est juste ça. Voilà, prioriser, mais une fois que vous priorisez, une fois que vous aurez choisi les thèmes et les contenus de plan d'action. Première étape, ouais, dis-moi. Tu es à 11 minutes. Wow. Première étape, du coup, je vais rapidement conclure ici, on n'ira pas plus loin. Le reste sera un contenu intéressant, vous pourrez l'exploiter. Concentrez-vous sur votre facture. Exploitez déjà, ne serait-ce que la date d'échéance de votre contrat, ça c'est important. Et puis, sur votre contrat, en fait, quand vous travaillez avec un fournisseur d'énergie, votre fournisseur d'énergie ne s'intéresse à quelle quantité vous allez consommer. Il ne va pas spécialement s'intéresser à votre contrat. Si votre contrat est complètement à côté, il n'est pas bien dimensionné, ce n'est pas son problème. Un vendeur d'énergie ne vous vend que du kilowattheure. Il ne vous vend pas un contrat bien ficelé. Donc,
Penchez-vous sur votre facture, regardez si ça correspond bien. En tout cas, essayez d'être aiguillé sur ces sujets. Et déjà, faites ce travail-là, il est déjà énorme. Et après, compilez vos consommations sur une année pour voir quel profil vous avez. Et avec ça, vous allez découvrir des choses assez sympathiques. Je m'arrête là, je te laisse dérouler le reste des slides et puis on aura l'occasion de revenir. On a le temps de prendre quelques questions et réponses. J'espère. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. J'ai un peu autoritairement coupé les micros des gens qui étaient là, mais voilà. Ou si vous voulez les mettre dans la conversation, je peux les retranscrire à l'oral. Mais et le temps que vous formalisiez votre première question, une petite remarque qui est, pardon Arnaud, peut-être à l'antithèse du message que tu voulais faire passer sur la question de l'action, mais c'est en tout cas par rapport à quelque chose qui est sans investissement et c'est par rapport au volet sensibilisation que tu évoquais au début. Pour information, n'hésitez pas à demander, et je pense notamment aux hébergements touristiques, il y a un kit éco-geste qui a été mis en place, qui a été proposé par l'ADEME et que vous pouvez mobiliser auprès notamment des agences départementales du tourisme qui vous donne un certain nombre de plaquettes, pas de plaquettes d'ailleurs, plutôt d'affiches qui incitent vos clients à des éco-gestes. Donc ça va être des choses comme ça sert à rien de pousser à fond la clim ou ça sert à rien de laisser brancher le mot me vient pas, mais vos trucs pour brancher vos téléphones, quoi. Voilà, en gros, ça, ce sont des outils qui sont à votre disposition aujourd'hui, que vous pouvez demander à votre ADT et qui, grosso modo, si c'est payant, c'est juste le prix de l'impression et non pas une prestation, quoi. Donc là, sans trop d'investissement, sans même aucun investissement, vous pouvez déjà travailler, en tout cas pour les hébergeurs, sur de la sensibilisation de votre clientèle. On estime que juste en faisant de la compta énergétique, en rentrant le contenu de sa facture sur un vulgaire fichier Excel, c'est 1% d'économie d'énergie. Juste parce que vous allez créer de la vigilance, parce que vous allez voir vos chiffres et vous allez voir qu'ils varient en fonction des usages, des comportements. Et ne serait-ce que ça, c'est 1% d'économie d'énergie, donc profitez-en. Juste comptez l'énergie. On fera d'autres temps de questions-réponses, donc peut-être que vous pouvez, en attendant, les saisir dans le chat. Je me permets donc d'embrayer sur la question des énergies renouvelables. Question qui ne doit se poser, c'est le schéma qu'a montré Pierre en introduction, qu'après avoir réfléchi à la question de vos usages, donc vos réels besoins énergétiques, et l'efficacité, les deux thématiques qui ont été déployées par Arnaud à l'instant. Côté ADEME et région Pays de la Loire, on met à votre disposition un réseau qui s'appelle le réseau des énergies renouvelables des Pays de la Loire, qui peut vous accompagner sans reste à charge, parce que financement pris en charge par l'ADEME et la région, justement, vous accompagner pour faire émerger vos projets d'énergie renouvelable. On va voir ce que ça peut vouloir dire et ce que recouvre le terme d'énergie renouvelable. Mais concrètement, à l'issue de cet accompagnement et de vos questions sur les volets techniques, économiques, avec les montages financiers, sur des points de réglementation également, le livrable, l'issue de cet accompagnement, c'est la réalisation d'une petite note d'opportunité, donc un document qui vous permet d'avoir un premier état des lieux de vos besoins et en regard de ces besoins, des pistes et des solutions dont vous pouvez vous équiper pour satisfaire vos besoins en énergie en ayant moins d'impact sur l'environnement, entre autres. On va faire un petit focus sur le court temps imparti sur l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est une ressource illimitée et gratuite. Ce schéma montre et illustre plutôt bien, je trouve, la quantité mondiale d'énergie qui est consommée en regard de l'énergie solaire que l'on peut capter sur la surface de la Terre. Pour illustrer ça un peu plus concrètement avec l'unité évoquée par Arnaud un peu plus tôt, donc, qui caractérise la consommation d'énergie, on estime que dans notre région, l'énergie solaire sur 1 mètre carré de surface équipée d'un panneau solaire, on peut capter 1300 kWh. On va voir comment ça se traduit derrière. C'est une quantité d'énergie qui est évidemment variable selon les saisons, selon les heures de la journée et également selon la localisation. Vous voyez que les Vendéens sont un petit peu mieux pourvus que les autres départements dans notre région. Concrètement, quand on parle d'énergie solaire, on fait souvent le raccourci énergie solaire égale panneaux solaires photovoltaïques qui permettent de produire de l'électricité.
Donc c'est la partie inférieure de cette slide. À ne pas confondre, ou plutôt à ne pas oublier qu'un panneau solaire thermique, lui, peut exister et peut produire de la chaleur qui sera notamment utilisée pour chauffer l'eau dans vos ballons d'eau chaude sanitaire. Donc ce sont deux usages complémentaires qui ne sont pas concurrentiels, mais qui peuvent pour le premier attaquer votre facture d'électricité et pour le deuxième plutôt votre facture de gaz pour la majorité des cas. Je ne vais pas insister lourdement, mais vous voyez que le rendement de ces équipements n'est pas tout à fait le même. Donc, à avoir en tête aussi au moment où vous pourrez faire vos petits calculs de comptable pour quantifier très, très rapidement la surface de panneaux dont vous auriez besoin pour répondre à vos besoins d'électricité pour les panneaux solaires photovoltaïques ou de chaleur pour les panneaux solaires thermiques. Pour rester sur le volet électricité et donc autoconsommation photovoltaïque, qu'est-ce que c'est? Vous équipez une partie de vos toitures, par exemple, ou alors de vos parkings avec des ombrières qui vous permettent de produire de l'électricité. Le cas d'usage le plus simple, c'est que cette électricité, vous la consommez immédiatement. Cette électricité, elle peut également être stockée grâce à des batteries ou réinjectée dans le réseau électrique moyennant une petite compensation fournie réglementairement par EDF OA. Autoconsommation, ça ne veut pas dire autonomie. Évidemment, vos panneaux solaires ne produisent pas d'électricité durant la nuit, donc vous aurez malgré tout besoin d'être connecté au réseau, même avec des batteries qui pourraient stocker l'électricité produite dans la journée. L'intérêt de l'autoconsommation, il est multiple. Évidemment, mettre sous contrôle votre facture d'électricité. Certains d'entre vous ont probablement subi quelques écueils au moment de renouveler votre contrat fin 2022. L'avantage d'avoir des panneaux solaires photovoltaïques, c'est que vous êtes en capacité d'atteindre une forme d'autonomie au moins partielle en matière de fourniture d'électricité et donc mettre sous couvert ces incertitudes financières. Il y a également un enjeu environnemental puisque l'énergie solaire est une énergie renouvelable. J'affiche ici quelques bonnes pratiques. C'est tout sauf une liste exhaustive, mais des questions à se poser au moment d'amorcer votre projet solaire photovoltaïque, l'orientation de vos panneaux, l'inclinaison de votre toiture, le choix de la technologie, le choix de l'implantation. J'ai évoqué la toiture ou bien des ombrières sur vos parkings. Voilà, ce sont autant de paramètres à avoir en tête au moment de cadrer votre projet. J'affiche ici quelques métriques qui sont sans doute à prendre avec des pincettes, mais c'est surtout pour vous donner des ordres de grandeur, des montants d'investissement que vous pourriez avoir à réaliser selon vos besoins. Un point important, j'y reviens, le marché du solaire photovoltaïque, c'est un marché très concurrentiel qui aiguise les appétits et qui donc fait entrer de nouveaux entrants sur le marché. Certains sont très compétents, d'autres manque de références et parfois de compétences. Donc, ce que je peux vous suggérer fortement, c'est de consulter l'annuaire de notre partenaire Atlansun. Atlansun, c'est un acteur qui est financé lui aussi par l'ADEME et la région Pays de la Loire, ce qui induit qu'il n'a pas d'intérêt commercial à promouvoir tel ou tel acteur. Donc, c'est intéressant de jeter un œil à leur liste de membres qui eux, ont des références et ont montré patte blanche en matière de qualité de prestation. Voilà. Ces bureaux d'études ou ces installateurs directement pourront vous accompagner assez facilement pour cadrer vos projets solaires photovoltaïques. J'ai mis ici un exemple de projet que je vous laisserai consulter un peu plus longuement directement. Donc, c'est un restaurant qui justement a couvert 200 mètres carrés de toiture pour subvenir à ses besoins en électricité. Je bascule sur la question de la chaleur renouvelable. Donc, la chaleur renouvelable, c'est ce qui peut intervenir en substitution de vos chaudières au gaz ou au fioul. Et donc vous permettre non seulement de limiter votre impact environnemental, mais là également de mettre sous contrôle votre facture de gaz, par exemple, l'équivalent de votre facture de gaz. Vous faites appel à des ressources naturelles, renouvelables, qui subissent des aléas coût bien moindre que ce que pourrait connaître le coût du gaz, justement. Là également, je reviens, notre réseau des énergies renouvelables peut vous proposer la réalisation d'une note d'opportunité sans reste à charge de votre côté. Autrement dit, vous avez
Rien à perdre, sinon 2 ou 3 heures de votre temps à les accueillir chez vous pour étudier ces alternatives en substitution de vos consommations de gaz ou de fuel. À l'issue de cette première étape, côté ADEME, on peut financer des études de faisabilité technico-économique qui vont permettre de calibrer le projet au mieux et ensuite prendre en charge une partie des investissements à hauteur de 30 à 60%. C'est là où justement on peut reboucler avec ce que j'évoquais un peu plus tôt, le solaire thermique, qui permet de capter le rayonnement du soleil, de stocker l'énergie dans l'eau de votre ballon d'eau chaude sanitaire, et ensuite justement de pouvoir alimenter ou plutôt fournir à vos chambres par exemple ou à vos cuisines 50 à 70 litres d'eau chaude par mètre carré de panneaux solaires thermiques installés. Là également, j'ai ajouté 2 fiches retour d'expérience que je vous laisserai consulter. L'une qui concerne un camping qui couvre 61% de ses besoins en eau chaude sanitaire avec 34 mètres carrés de panneaux solaires thermiques, et un gîte touristique, 78% des besoins couverts avec seulement 10 mètres carrés, excusez-moi, de panneaux solaires thermiques. Je vais m'en arrêter là. Vous trouverez sur cette slide les contacts des interlocuteurs selon votre localisation et selon la typologie d'énergie qui vous intéresse, la chaleur renouvelable et l'électricité à droite via le solaire photovoltaïque. Et je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute avant de laisser la parole à l'écodomaine. N'hésitez pas à ouvrir le micro si besoin. J'insiste juste sur une chose, c'est que sur les slides de Romain où était question de n'oubliez pas dans votre projet de penser à telle et telle question. Toute l'infrastructure qui a été mise par l'ADEME et le conseil régional, c'est pour que vous ne soyez pas seul dans le montage de ce projet-là, dans ce dossier-là qui est un dossier technique et qui peut être un peu peut-être effrayant par sa technicité ou par le temps nécessaire d'intégration. Là, avec le réseau des ENR des Pays de la Loire ou en l'occurrence avec Atlansun, l'objectif de l'ADEME et du conseil régional, c'est que vous soyez avec des gens dont c'est le métier que de monter ces dossiers. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter et il ne faut pas être effrayé par la technicité du dossier, quoi. Encore une fois, si vous avez une question, peut-être que vous pouvez ouvrir le micro. Est-ce qu'on aura les slides pour reprendre les coordonnées de tout ça à la fin du web? Oui, bien sûr. On vous fait un envoi groupé dans les heures ou jours qui viennent. Parfait, merci. Anne-Sophie, Stéphane, je vous cède la parole. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci, bonjour à tous. Est-ce que, par contre, Romain, je peux te demander, tu es sur la dernière slide de notre présentation. Du coup, est-ce que tu peux remonter? Ouais. Ça, pour débuter, voilà, vous allez avoir un rapide aperçu. Alors, donc, Écodomaine La Fontaine à Pornic. On va vous faire une rapide présentation, je pense, pour après vraiment plonger dans le cœur de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais je pense que pour que tout le monde comprenne et ait conscience voilà, de un peu qui on est et notamment voilà, de nos besoins en énergie pour mieux comprendre ce qu'on a mis en place au sein du domaine. On vous a mis une photo en fait du domaine historique avant travaux. Et ensuite, sur la droite, vous avez la partie donc voilà, nouvel hôtel pour un peu en chiffres, la partie historique. Donc, c'était 19 chambres. Et aujourd'hui, dans la partie hôtel 4 étoiles que vous voyez sur votre droite avec les flèches, ça va être 43 nouveaux logements en plus pour avoir en tout au sein du domaine 62 nouveaux logements. Et donc, c'est avec la construction de cette nouvelle partie qu'a été mis en place toute une transition énergétique. Si tu veux bien passer à la slide suivante, Romain, s'il te plaît. Voilà, c'est juste pour que vous ayez un peu conscience de l'étendue du domaine, qui est la partie logement, mais on a aussi une partie qui accueille, si on passe à la slide suivante, une partie restaurant, on accueille voilà, des séminaires, des mariages, on a également un spa qui va accueillir toute une partie parcours sensoriel et qui est important aussi sur les besoins en eau chaude sanitaire, un jacuzzi, hammam, sauna et nos jardins potagers en permaculture. Je veux bien, ouais, super. Rapidement, nous, l'objectif du domaine, ça va être de tenter de réconcilier l'homme avec la planète en toute humilité. Donc,
l'idée, c'est vraiment que ce qu'on expérimente ici, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on le partage avec voilà, le reste du monde. Ça s'articule autour de 5 principes d'économie régénérative. Je ne vais pas rentrer dans les 5 parce que voilà, on a un timing qui est assez serré, même si c'est un sujet qui nous passionne. Donc, si vous avez des questions là-dessus, voilà, on sera ravis d'y répondre ultérieurement. Mais celui qui nous intéresse, ça va être vraiment de produire localement. Donc, on produit localement donc, avec nos jardins potagers, mais aussi notre énergie. Et c'est ce qu'on va un peu vous raconter en détail aujourd'hui. Tu m'interromps, Stéphane, si jamais tu veux ajouter des choses? Il n'y a pas de sujet, je te laisse. Ok, ça marche. Un petit sommaire de notre expérience qu'on va vous détailler. La partie éco-conception de l'hôtel, donc plus comment l'hôtel, la partie nouvelle partie a été envisagée sur une éco-construction. Ensuite, tout ce qui a été mis en place pour voilà, avoir un impact carbone, et notamment en termes de production d'énergie le plus bas possible. Et ensuite, aller plus loin, ce qui va être un peu ce qui n'est pas forcément encore mis en place, mais ce qui a été envisagé pour la suite et pour un peu ouvrir aussi ouvrir les horizons. Un hôtel éco-conçu, donc ça part vraiment dès la conception. Donc nous, à savoir qu'on est, voilà, je vous parle, et la mer est 20 mètres plus bas. Donc en termes voilà, de construction, on ne fait pas ce qu'on veut et c'est tant mieux. Mais notamment en termes voilà, de taille, de hauteur de construction, à savoir que voilà, quand on est sur changer de matériau, du matériau historique qui est quand même le béton qui prend le moins de place, dès qu'on va passer sur d'autres types de matériaux, ça va prendre plus de place et donc ça va aussi engendrer des contraintes auxquelles on a dû faire face. Néanmoins, on a travaillé donc l'ossature de cette nouvelle partie avec des matériaux biosourcés, notamment l'ossature pour commencer, mais ensuite aussi sur le béton. Donc, il y a, pour ceux qui ne connaissent pas, un béton de chanvre qui provient de récoltes d'une région proche, qui est la Vendée. Le chanvre, en fait, est vraiment une plante qui va grandir très rapidement en quelques mois sur plusieurs mètres et qui n'a pas besoin de beaucoup d'irrigation et qui va venir nourrir les sols. On revient à des matériaux ancestraux, hein, comme dans beaucoup de cas, puisque c'est des matériaux qui étaient utilisés notamment par Christophe Colomb hein, pour les voiles des bateaux. Donc voilà, c'est vraiment des matériaux qu'on va redécouvrir et qui nous permettent de pallier à des matériaux qui ont un impact carbone qui est quand même beaucoup plus important, notamment le béton. Ensuite, dans les murs, l'isolation, au lieu de l'habituelle laine de verre, on est sur du lin et du chanvre. Donc, voilà, donc c'est juste, voilà, il y a d'autres choses qui sont possibles et qui sont assez simples en termes d'accès. Et enfin, au plafond, donc dans la toiture, on va avoir de la ouate de cellulose insufflée qui est donc à base notamment principalement de papier journal recyclé. Donc là, c'était vraiment la partie, voilà, ce qui a été sur la construction de l'hôtel dans lequel on se situe et dont on vous parle actuellement. Maintenant, on va parler plus généralement de la partie consommation et production d'énergie, notamment sur place. Donc, vous l'aurez compris, évidemment, la conception du bâtiment, indépendamment de la suite dont on va parler sur les énergies, bien évidemment, il fallait que le bâtiment soit éco-conçu et respectueux. Et c'était aussi la première forme, évidemment, d'économie d'énergie que d'avoir un bâtiment qui soit complètement, je dirais, adapté au changement climatique et en tout cas qui nous permette d'emmagasiner de façon logique à la fois le plus de chaleur et restituer également et être une paroi contre le froid. Donc en fonction des saisons. Donc on ne pouvait pas réfléchir à une solution énergétique sans évidemment avoir une solution de conception au niveau du bâtiment en tant que tel. Donc ouais, sur le toit du nouvel hôtel, on a installé, donc Romain en parlait, voilà, des panneaux solaires thermiques principalement plutôt que photovoltaïques, puisque sur ce type de structure, comme on a ici un hôtel, la production d'eau chaude sanitaire, ça est vraiment une grosse consommation d'énergie, donc ça va assurer 70% des besoins en eau chaude sanitaire de l'hôtel. C'est-à-dire que 70% de l'eau qui est chauffée ici est chauffée par nos panneaux solaires thermiques pour les 43 logements de l'hôtel 4 étoiles. Et bien sûr, en été, 90%, puisque plus on a de soleil, plus les panneaux solaires thermiques permettent de produire de l'énergie qui va permettre de venir chauffer cette eau.
Ensuite, je veux bien que tu changes de slide, Romain. Ouais, merci. On a des panneaux solaires photovoltaïques aussi qui ont été installés sur le reste de la structure et qui vont alimenter donc, le reste de l'établissement. Tout ce qui est produit ici est autoconsommé, c'est-à-dire que voilà, on a une production d'énergie par ces panneaux solaires photovoltaïques qui est consommée sur place et qui assure entre 40 et 50% notre consommation globale. Ensuite, on voulait partager avec vous en fait le fait qu'on ait de la climatisation au sein de notre hôtel, puisque voilà, c'est pas un luxe. Si elle est alimentée par une énergie solaire, on est face à une clientèle sur un hôtel 4 étoiles qui va demander ce type de prestation. Les températures augmentent, donc voilà, c'est aussi des demandes qu'on a de plus en plus. Donc, on a une climatisation au sein des chambres du nouvel hôtel et qui est assurée par l'électricité photovoltaïque. Et donc, elle est utilisée principalement en été, la climatisation. À cette période, on a plus d'énergie fournie par ces panneaux solaires photovoltaïques. Du coup, on est vraiment sur un cercle vertueux. C'est le même raisonnement également avec le spa, qui évidemment, la première réaction, c'est de se dire que le spa est énergivore. C'est une vérité, c'est une réalité. Et il y avait une volonté néanmoins de maintenir ce spa et de se dire comment est-ce qu'on peut avoir un spa en limitant notre impact là-dessus et en termes de consommation énergétique. Donc, la réflexion a été menée non seulement sur l'hôtel, mais évidemment de façon à auto-alimenter intégralement les besoins en énergie de la partie spa. Qui au demeurant est vraiment de la consommation électrique essentiellement, et plus que de l'eau comme on pourrait l'imaginer. Non, c'est vraiment une structure qui est énergivore, donc il était indispensable pour nous qu'elle soit entièrement alimentée depuis le site ici et par notre propre, je dirais, consommation. Donc que notre consommation soit purement alimentée par notre production sur le site. Voilà. Mais c'est ce que tu vas avoir dans les slides suivantes, parce que, comme on disait, les panneaux solaires thermiques ne permettent pas de fournir l'électricité suffisante, enfin l'énergie suffisante, pardon, pour assurer le chauffage de l'ensemble de la structure. Du coup, on a aussi des chaufferies avec 2 chaudières qui vont être alimentées par du bois mix et qui prennent le relais pour assurer le chauffage global et le chauffage de l'eau chaude sanitaire. Si tu passes à la slide suivante, je vous ai mis des super photos de ces chaudières. Mais c'est des chaudières qui sont 100% bois aujourd'hui, qui alimentent du coup, voilà, besoin en eau chaude sanitaire aussi de la cuisine, qui est un gros poste de consommation d'eau chaude au sein des structures comme la nôtre. Chauffage des chambres de l'hôtel et chauffage, on l'a dit, et Stéphane l'a dit, du spa. Si on passe à la slide suivante, on voulait aussi partager avec vous le fait qu'on a imaginé notre chaufferie et ces chaudières pour accueillir différents types d'énergie. Aujourd'hui, elles sont principalement alimentées par du bois granulé. Mais si un jour, pour X raisons, et on l'a vu par le passé, on vient à manquer de bois granulé, les prix grimpent, les prix augmentent, elles ont été pensées pour pouvoir venir être alimentées par d'autres biocombustibles, notamment le miscanthus, qui est voilà, une plante qui grandit très vite, qu'on pourrait produire sur place et qui est aussi pensée pour le biocombustible de demain. Je crois qu'elle peut aussi accueillir d'autres. Elle peut accueillir tout type de bois. Ouais. Les 2 machines qui ont été prévues sont équipées de mâchoires qui permettraient de mettre tout type de bois. Les rendements ne seraient pas évidemment les mêmes que du pellet, qui est le meilleur rendement actuel, mais elles sont prévues de façon à terme à permettre une alternative, et notamment dans la version miscanthus, il est prévu chez nous sur le domaine qui fait 12 hectares, de planter les premières haies l'année prochaine, et cette fois-ci pour une autre raison, c'est de protection, puisqu'on est au bord de la mer, de toutes les cultures que l'on a. Donc, on l'a anticipé dès maintenant, et l'alternative entre, en effet, soit les copeaux de bois, soit les pellets ou le miscanthus, est quelque chose qui rentre dans le mode de fonctionnement à terme. Je sais que j'en suis à presque 10 minutes, Romain, et on a bientôt fini. On voulait juste vous partager qu'il y a aussi d'autres réflexions qui étaient menées au-delà des installations qui ont été mises en place. La géothermie avait été envisagée. Après, voilà, la production de chaleur dans les sols n'était pas assez suffisante pour assurer l'énergie dont on avait besoin sur le site. Et voilà, il y avait une étude qui avait été menée qui montrait aussi que ça aurait ravagé durablement les sols ici. La dernière partie est vraiment rapide. Aller plus loin, c'était vraiment pour un peu partager notamment les réflexions qui ont été menées pour des choses qui
même en termes de budget, ne pouvait pas être mise en place actuellement, mais pouvait l'être dans le futur, notamment où on a situé la chaufferie, c'est-à-dire qu'elle est centrale sur le site, qui est vraiment, comme disait Stéphane, qui fait 12 hectares. Si un jour on veut raccorder d'autres bâtiments du réseau sur cette chaufferie, elle est au centre et on n'a pas besoin d'aller avoir des raccordements qui pourraient engendrer des budgets monstres. Ensuite, si tu passes à la… on a Sachant aussi, qu'avant de passer à… juste pour rappel et marquer bien les esprits, en termes de chaufferie bois, on est maintenant totalement autonome et donc on ne consomme plus le moindre gaz, je dirais, pour se chauffer. La totalité du bâtiment est chauffée avec ces 2 chaudières à bois. Donc, ça représente quand même 63 chambres, un spa, des locaux, des salles de séminaire. Donc, vraiment une grosse structure. Et on arrive à faire de belles choses avec de chaudières qui sont un peu surdimensionnées, parce qu'on a des projets derrière, mais de chaudières 100 kW. Donc, voilà. Donc, on peut arriver vraiment à trouver des solutions pour penser énergie différente pour demain. J'en profite avec une phrase, chaufferie biomasse qui ont été soutenues financièrement par l'ADEME également. Donc n'hésitez pas à nous mobiliser pour l'équilibre économique de votre projet. En effet, un autre, qui est l'ensemble du réseau en fait d'approvisionnement en eau chez nous a été installé pour pouvoir accueillir des récupérateurs de calories sur les eaux grises, c'est-à-dire que les eaux chaudes par exemple qui sortent de votre douche et qui peuvent être à 38 ou 40 degrés, on pourrait imaginer venir y apposer un système de serpentin et récupérer cette chaleur à d'autres, utiliser l'énergie qui est produite par cette chaleur sous d'autres formes. Donc, c'est-à-dire que le réseau, c'est possible chez nous d'installer ce type de choses. On ne l'a pas fait aujourd'hui, mais on pourrait l'imaginer le faire dans le futur. Et je crois que la dernière salle était vraiment pour ouvrir, mais on voulait aussi vous partager un four solaire qu'on a accueilli dans nos jardins cet été et qui est un peu différent de tout ce qu'on a pu et tout ce auquel on peut penser quand on pense transition énergétique. On pense souvent panneaux solaires, chaudière et four solaire peut également chauffer jusqu'à 180-220 degrés. On a cuit des ratatouilles tout l'été au sein de ce four solaire. Je crois, comme dans toutes les slides qui avaient été annoncées, il y a en effet une philosophie, il y a une envie, il y a un accompagnement. Tout ça a été le cas, on a été accompagné. Il y a une réflexion globale. C'est important et on doit souligner aussi que pour tous ces sujets, notre cabinet d'architectes, tout le bureau d'études fluides a travaillé en effet avec l'ADEME qui nous a comme justement été rappelé, accompagné. Et ça, on n'est jamais seul. Et on arrive là maintenant à une finalisation du chantier avec des outils, des appareils qui sont en fonction, qui vont commencer à tourner. Certains ont déjà commencé comme la chaudière et qui ont pu être évidemment menés aussi à terme avec l'accompagnement de l'ADEME. Donc ça, je le dis de façon très large parce que indéniablement, on peut trouver, c'est la mobilisation de toutes ces énergies, sans jeu de mots, et de services et de compétences qui fait qu'on peut y arriver si on a envie de mobiliser et avoir une vision qui pour nous est indispensable parce qu'elle correspond à en effet, à notre façon de voir les choses pour demain. On a complètement dépassé notre temps. Désolé, du coup, on va prendre vos questions s'il y en a. Merci. Je relais le temps de laisser les gens ouvrir leur micro. La remarque de Madame Mouchel qui dit « Quand on est dans une zone cassée, les panneaux ne sont pas possibles, dommage, car ils ont aussi un spa. » Typiquement, effectivement, on a des contraintes qui sont des contraintes patrimoniales, voilà. D'où l'intérêt, notamment avec le réseau des ENR des Pays de la Loire, de solliciter une note d'opportunité parce que là, la solution, pour des raisons patrimoniales, la solution n'est pas le solaire thermique, mais donc ça veut dire que la solution du bois énergie peut être imaginée ou réfléchie. Et donc voilà, il y a, je pense, des choses qui sont combinables et intéressantes de la même manière qu'on a vu dans votre retour d'expérience, le fait que la géothermie n'était pas une bonne idée, ben voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Alors, j'ajoute qu'en effet, évidemment, en fonction de l'endroit où on est, il y a des difficultés. Néanmoins, on reste sur un site où on est à 50 mètres du bord de mer. C'est un site sur lequel on a eu énormément de contraintes environnementales. On n'a pas pu faire, évidemment, comme l'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, vraiment, et les énergies renouvelables faisaient partie de ces contraintes. Mais néanmoins, il y a quand même des solutions et il y a un projet qui a été bien ficelé et sur lequel on arrive à des fois quand même essayer de
d'aller un peu au-delà de ce qui peut être quand, en effet, le dossier est monté sérieusement. Je ne dis pas qu'on veut passer outre, mais on a un périmètre qui nous autorise, qui nous a vraiment très contraints. Néanmoins, on a réussi à le faire. Voilà. Peut-être d'autres remarques autour de la table, enfin du micro. Annie, je t'en prie. Non, c'était Donc, juste pour préciser, parce que pour nous, ça a été un super dossier et je voulais, Bathilde Fabre a accompagné cet établissement, voilà, avec, comme on dit, l'ADEME, et puis aussi le cabinet qui suivait le chantier. Enfin, ça a été toute une équipe. On a eu beaucoup de réunions qui ont démontré que quand on est à plusieurs, on y arrive bien. Donc, je voulais juste mettre en exergue ma collègue qui a énormément travaillé sur votre dossier, messieurs, dames. Voilà. En effet. Merci à elle. Merci à à elle, en effet. alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, je vous donne ma grille de lecture, mais si quelqu'un me coupe, évidemment, je me tais. L'avantage et l'intérêt que d'avoir ce retour d'expérience, c'est que c'est un retour d'expérience et enfin, c'est un domaine important. On voit que vous mobilisez différentes choses. Je pense que, y compris pour les gens qui sont autour de la table et qui ont des entreprises ou des domaines plus petits, peut-être que ça peut aussi être inquiétant de se dire que bah, tiens, on part sur de la construction, comment gérer une isolation avec des biomatériaux quand on est contraint par son truc. Le message que je veux faire passer en disant ça, c'est que on voit qu'il y a aussi des dimensions, y compris d'équipements de production ENR qui sont beaucoup plus petits. Une chaudière bois, ça peut être de petite taille, ça peut s'intégrer, je ne vais pas dire n'importe où, mais quand même, voilà, faut que vous puissiez vous projeter aussi dans le fait qu'il y a des solutions et des combinaisons de solutions pour des grands domaines et aussi pour des petites entreprises. Et il y a aussi, y compris au-delà du fonds chaleur et du réseau des ENR des Pays de la Loire, il y a toute une série d'actions que vous pouvez mobiliser auprès des partenaires du fonds tourisme durable qui vont être des plus petites actions, des plus petits, quasiment pas de l'investissement, mais plutôt de l'achat, qui vont vous permettre de réduire votre consommation énergétique derrière ces gros blocs qui ont été présentés ici. Donc voilà. Enfin, vous avez compris mon message, il y a des choses très importantes et très belles qui peuvent être réalisées. Il y a aussi des choses très importantes, très belles, mais de moindre ampleur qui peuvent être des premiers pas, des premières marches dans votre démarche d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable. Et peut-être que s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas qui est le plus légitime pour conclure. J'ai envie de dire que c'est Romain qui peut peut-être conclure. Un grand merci à Arnaud Doras et à Anne-Sophie et Stéphane de l'écodomaine La Fontaine à Pornic pour ce temps d'échange. C'est aussi pour nous un premier temps. On est à votre disposition, vous l'avez compris, pour poursuivre les échanges et parler de vos projets spécifiques. C'est ce qu'a dit Pierre à l'instant. Il y a des solutions qui existent pour toute typologie de besoin, toute taille d'établissement et toute typologie d'activité également. Donc, vous avez nos coordonnées maintenant et la balle est dans votre camp. Et vous aurez donc les slides avec ces coordonnées de chacun de vos contacts départementaux, à la fois du réseau des ENR et des partenaires fonds tourisme durable, pour que vous sachiez vers qui vous tournez. Très bonne journée à tout le monde. Très bien. Encore merci à tous. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci, Pierre. Merci à vous tous et bon après-midi. Au revoir. À bientôt. Au revoir.